Les Audacieuses, le premier podcast société de Podcasters Media, recueille les confidences de femmes de tous âges, toutes cultures, tous milieux, qui, un jour, ont osé. Osé faire sa mue, osé sortir de sa zone de confort, osé faire bouger les lignes pour soi et les autres, entreprendre ici ou ailleurs, créer, transmettre. Ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'ai été enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfants Magazine, avant de devenir directrice de Notre Temps, le premier magazine français, avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je suis présidente et cofondatrice de Podcasters Media. J'anime le podcast Les Audacieuses et je suis très fière de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Active, déterminée, ce sont les mots que vous employez pour caractériser votre mère, votre grand-mère. Active, déterminée, ce sont les qualificatifs que je vous ai immédiatement attribués lorsque je vous ai rencontré à l'automne dernier dans le cadre du Festival de la communication santé, festival où vous présentiez la plateforme Easy. Plateforme qui s'adresse à toute personne dépendante de façon temporaire ou permanente et aux aidants qui l'accompagnent. Pauline Restou, vous êtes partenaire pour Easy de Handicap International, organisation où vous avez passé 8 ans. Vous êtes aujourd'hui à la tête d'une agence de communication qui compte quelques 23 salariés. Une jolie réussite. Alors, le handicap, l'entrepreneuriat, c'était écrit ? Quelle jeune fille étiez-vous, Pauline ? Je crois que j'étais une jeune fille qui doutait beaucoup, qui avait un sentiment d'étrangeté permanent. Je me sentais toujours un peu en observation et à côté des autres, mais j'avais très envie d'être avec les autres néanmoins, même si ça n'a pas toujours été facile. Voilà, je pense que j'étais une jeune fille. Je ne sais pas si j'imagine que mes parents diraient que c'est très cohérent, que ce que je suis à 50 ans était déjà en germe à 15 ans ou à 10 ans. Moi, je ne crois pas. Parce que moi, j'ai eu le sentiment de me réaliser une fois que je me suis mise à travailler et que j'ai été dans la vie professionnelle. Donc, je dirais que j'étais une jeune fille qui doutait, mais que j'étais curieuse et qu'il suffisait qu'on s'intéresse un peu à moi pour que je m'intéresse beaucoup aux autres et beaucoup aux choses. Voilà, mais j'avais besoin de... Et alors l'école, le parcours, vous avez fait une école de commerce, vous avez fait une école de communication. C'est quoi votre parcours, Pauline ? Moi, j'étais une bonne élève raisonnable jusqu'en 6e, 5e, et puis à partir de là, ça a été plus compliqué parce que je comprenais pas très bien, je crois, ce qu'on attendait de moi. Être au milieu des autres, j'avais ce sentiment d'étrangeté qui faisait que j'arrivais pas à m'accrocher aux choses. Donc la 4e et la 3e ont été assez délicates. Puis par la faveur d'un changement d'établissement, ça s'est mieux passé, mais bon, je peux pas dire que j'ai été une élève. En fait, j'étais une bonne élève dans les matières qui m'intéressaient, principalement les lettres. Les maths, les profs disaient de moi, alors que Dieu sait qu'aujourd'hui, les chiffres ne me posent pas de problème, mais disons qu'à l'époque, les profs de maths me regardaient en disant « elle est sympathique, mais elle ne comprend pas grand-chose ». Voilà. Et puis, j'ai eu mon bac, et puis ensuite, j'ai fait néanmoins une hypocagne, et puis ensuite... j'ai fait diverses choses. Et puis, je me suis mise à travailler à 21 ans. Et là, je me suis vraiment éclatée, je me suis vraiment révélée. D'accord. Alors, effectivement, le besoin de comprendre, d'être comprise, de faire comprendre, vous me l'avez dit, c'est quelque chose qui vous a toujours guidée. Alors, votre première entreprise, c'était quoi ? Ma première entreprise, elle s'appelait Mangrove et elle faisait à peu près ce que nous faisons aujourd'hui avec InMediaRes. C'était de la communication principalement éditoriale, donc beaucoup de pédagogie, mais notre angle d'attaque, c'était l'environnement. Donc c'était en 91, j'avais un associé, Renaud, avec qui j'ai vraiment beaucoup aimé travailler. Et on faisait de la communication dans le domaine du développement durable. On travaillait notamment pour la filière de l'interprofession des agriculteurs biologiques, ce type d'organisation. Après, à cette époque, j'avais beaucoup de mal à parler argent à mes clients, donc je travaillais sans oser leur présenter mes factures. Donc c'était un peu compliqué. Donc après, je me suis remise en freelance. Là, j'ai été journaliste freelance dans différents titres, puis j'ai intégré Handicap International. D'accord. Et alors, pourquoi Handicap International ? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, vous êtes dirigé vers cette organisation ? Quand j'étais pigiste, une amie m'a présenté un magazine qui s'appelait Déclic, qui s'adressait aux parents d'enfants handicapés. Et à l'époque, pour des raisons diverses, je m'intéressais beaucoup au sujet relatif à la toxicomanie et aux problématiques de dépendance, parce que je trouvais ça intéressant, puis une rencontre m'avait permis de m'y intéresser. Et le premier article que j'ai proposé, c'était les problématiques de dépendance, et notamment d'alcoolisme,
comme facilitateur d'intégration pour les personnes handicapées mentales dans les groupes. Donc là, on y voyait déjà une espèce d'interconnexion de tous les sujets qui m'intéressaient. Et puis donc ça m'a mis le pied à l'étrier, et puis l'équipe m'a identifié, donc m'a proposé de travailler de plus en plus, et puis ensuite on m'a proposé de prendre le poste de rédactrice en chef. J'ai quitté Paris à 27 ans pour m'installer à Lyon et pour prendre ce poste. Votre époux, votre compagnon, je ne sais pas, vous a suivi? Comment ça s'est passé? C'est ce que j'allais dire, ouais, j'ai eu beaucoup de chance. Ouais. Vincent, que j'ai rencontré à 20 ans et qui est le père de mes enfants et avec lequel je vis toujours, finissait ses études aux Beaux-Arts et était à un moment de transition. Et donc, je lui dis, viens, on y va, là, il est temps d'arrêter les études, il faut que tu travailles toi aussi. Et puis du coup, on est partis tous les deux. Il m'a suivi avec enthousiasme et on a construit notre vie ici et c'est très chouette. Et donc, j'ai intégré Handicap, qui est vraiment une organisation qui est aussi très fondatrice pour moi. D'abord parce que c'est le type d'environnement où des personnalités qui sont, comme vous l'avez dit, j'ai pas un diplôme d'école de commerce, j'ai pas tout ça. Et dans ces environnements-là, on peut se faire cette place-là parce que il y a d'autres valeurs. Il y a bien sûr une exigence de professionnalisme évidente et que j'avais acquis par l'expérience terrain, mais il y avait aussi une recherche de valeurs communes ou d'intérêts communs. Et puis moi, j'ai accroché vraiment beaucoup au sujet du handicap et notamment des parents d'enfants handicapés, parce que je trouvais que ça nous donnait une loupe pour analyser des fonctionnements ou des dysfonctionnements de société bien plus larges. On pouvait interroger la question de la parentalité vue à travers le handicap. Ça lui donne un relief particulier. On peut la question de l'intégration, la question de la marge, de la mise de côté des individus sur des questions d'apparence, d'a priori, la façon dont on culpabilise les parents du fait du handicap de l'enfant, la façon dont on les même dépossède de leur statut de parent, parce que tout le monde a un avis, le professionnel, l'État, l'école, l'éducation, tout le monde a un avis. Ça, c'était il y a 20 ans. Pour vous, c'est toujours un fait avéré? Je pense que ça l'est toujours moins, parce qu'il y a des associations qui sont très militantes, parce que heureusement la société a évolué. Néanmoins, je pense que de nombreux parents se sentent encore totalement démunis face à la machine administrative et avec le sentiment qu'on décide pour eux quand même, qu'on décide pour eux et pour leur avenir. Et ce dont j'ai été convaincue assez vite au contact de Déclic, c'est que si on voulait intégrer un jour les personnes handicapées, il fallait commencer au tout départ et il fallait reconnaître dans les parents le fait d'être des parents comme les autres, et que c'était aux parents qu'il fallait s'adresser, et que pour s'adresser aux parents, il fallait être capable de leur parler de tout, sans tabou, d'aborder tout ce qui les préoccupait, de leur faciliter évidemment la vie et le quotidien, mais aussi de leur permettre de se rencontrer, d'échanger, et puis de valoriser l'expérience qui était la leur et qui pouvait être utile aux autres. Et en fait, le handicap m'était assez inconnu quand je suis rentrée, mais par contre, là, j'ai trouvé dans cette cause, dans ce sujet, un écho à des choses qui m'étaient familières, bien sûr, des centres d'intérêt, la possibilité d'agir, de me rendre utile et de faire le lien entre ce que j'aimais, écrire ou faire écrire, et ce qui me meut en général, c'est les causes et les objets de révolte. Voilà. Donc ça faisait le lien, et j'y suis restée 8 ans et j'en suis partie pour créer mon entreprise. Qui a vraiment, j'ai quitté Handicap International en décembre 2005 et mon entreprise a vraiment démarré en janvier 2006. Voilà. D'accord. Quand je vous écoute, vous avez parlé de développement durable, vous avez parlé d'humanité, pour faire simple, avec un aiguillon qui est celui d'une meilleure justice, d'une plus belle société. Je pourrais entendre ces mots-là aujourd'hui dans la bouche de jeunes gens, 20-30 ans, qui sont tout à fait dans cette dynamique. Vous retrouvez dans cette jeunesse-là? En fait, c'est amusant parce qu'à l'écoute d'un de vos podcasts récemment, je me suis posé cette question. Je me suis dit qu'effectivement, puis je l'entends beaucoup, que cette nouvelle génération a besoin de sens pour travailler. Et je me suis demandé si c'était l'apanage de cette génération. Mais en fait, je suis pas sûre que ce soit l'apanage de cette génération. Je pense que ce qui est sa force, c'est le fait de le revendiquer, c'est le fait de le dire haut et fort. Mais j'ai toute ma vie rencontré des gens qui cherchaient dans leur vie professionnelle à y mettre du sens, ou qui orientaient pour le sens, pour être utile, pour aider les autres, et dont le seul but, dont l'argent n'était pas le but. Voilà. C'était bien sûr que faire de l'argent, c'est nécessaire, notamment si on veut agir pour les autres, mais j'ai toute ma vie rencontré des gens qui étaient mus par le sens. On leur tendait peut-être moins le micro, ils étaient peut-être moins valorisés, c'était ceux qu'on appelait les babacools? Non, pas forcément. Par exemple, quelqu'un qui a été très important pour moi et qui m'a ouvert de nombreuses portes et qui m'a permis, justement, quand j'étais
au lycée de m'ouvrir des horizons et de me sortir un peu de ce sentiment d'étouffement que je pouvais avoir à l'école. C'était un psychiatre qui était le père d'une amie, qui était très connu à l'époque, qui s'appelait Francis Curtet, qui avait écrit beaucoup, qui avait fait partie de l'équipe de Marmottan, qui avait créé une structure qui s'appelait Trait d'Union, qui a écrit des bouquins comme Idées fausses sur la défense, qui était vraiment précurseur dans l'analyse des sujets de toxicomanie, pour une raison que je ne m'explique pas très bien. En tout cas, il m'a ouvert plein de portes, il m'a emmené sur des plateaux télé, il m'a fait lire des choses, il m'a fait rencontrer des gens. Et je me suis intéressée. Ça m'a ouvert des horizons. Et lui, par exemple, c'était un type. Je sais pas. Aujourd'hui, quel âge il a ? Je sais même pas s'il vit encore. Pardon, mais il doit avoir 80 ans. Il était mu par une cause. C'était pas un baba cool. C'était un psychiatre. Il était extrêmement mobilisé. Il fédérait beaucoup de gens. Il écrivait. Il défendait un combat. Non, j'en ai rencontré plein. Après. Les entreprises ont ce don de packager des tendances de fond dans la société pour en faire un argument de vente et un argument de communication. Donc aujourd'hui, les entreprises, parce qu'elles ont des enjeux objectifs de recrutement, parce qu'elles se posent des questions de marque employeur, elles analysent et elles font émerger des tendances comme cette recherche de sens. Peut-être est-elle réelle, mais moi, des gens qui cherchaient du sens, j'en ai rencontré tout le temps en fait. Des gens qui exerçaient leur métier avec des valeurs, une éthique et l'envie de ne pas faire n'importe quoi, j'en ai rencontré tout le temps. Alors j'ai démarré cet entretien, Pauline Restou. Non, mais moi je vous provoque, c'est mon rôle. En faisant référence à votre maman, à votre grand-mère, que vous décriviez comme des femmes, alors j'ai pas tout dit, volontaires, actives, mais aussi belliqueuses, si nécessaire. Alors j'ai beaucoup aimé cette petite précision. Est-ce qu'il vous arrive, vous, d'être belliqueuse si nécessaire ? Ah ouais, sans hésiter, oui, d'ailleurs. Juste pour préciser et pour illustrer cette question du belliqueux si nécessaire, notamment chez ma mère. Ma mère est antiquaire, était puisqu'elle n'exerce plus son métier. Et elle avait une part de son activité. Quand elle achetait de la marchandise, elle pouvait l'acheter en salle des ventes, qui était un univers extrêmement masculin. Elle n'était pas très grande, ma mère, elle doit faire 1m60, et il fallait la voir jouer des coudes au milieu des salles des ventes pour se faire repérer par le commissaire-priseur et pouvoir avoir accès à la marchandise qui était la sienne. Ou bien on pouvait faire, et là je l'accompagnais, ce qui a été très formateur aussi pour moi, faire des foires et marchés où on vendait un type de marchandise qui n'avait pas sa place en magasin. Là c'est pareil, il fallait déballer, trouver la bonne place pour le stand pour pouvoir vendre bien, toujours pareil, dans un univers masculin très misogyne. Et ma mère savait être dans ces conditions-là belliqueuse. Donc j'ai grandi comme ça, c'est-à-dire j'ai grandi en voyant quelqu'un exercer un métier plaisir, un métier passion, mais qui savait se défendre, dire non et s'imposer pour aller jusqu'au bout. Donc c'est naturel pour moi. Donc je pense que je suis pas différente. Et aujourd'hui, oui, j'ai pu me retrouver par le passé dans des situations qui ont nécessité que je défende mes intérêts et qui ont nécessité que je sois belliqueuse, absolument. Après, l'être et assumer de l'être, ça ne veut pas dire qu'on le vit avec une simplicité d'âme et une tranquillité parfaite. Non, en fait, ça me fait douter. Ça me fait douter du bien fondé des guerres que je peux mener. Je peux douter ça peut m'inquiéter sur l'image que je peux renvoyer de moi-même, ça peut m'inquiéter sur plein de choses. Néanmoins, il faut, notamment quand on est chef d'entreprise, il faut apprendre à se défendre. Et c'est ça, être belliqueux, c'est pas forcément faire du mal aux autres, mais apprendre à se défendre. Alors vous m'avez dit également que vous avez beaucoup appris de vos mères, de votre maman et de votre grand-mère, que vous êtes féministe et que vous le revendiquez sans aucun problème. Je suis toujours choquée et notamment des plus jeunes femmes, quand elles disent non, mais moi je suis pas féministe, mais quand même. Bien sûr, si, il faut être féministe, c'est pas un gros mot. Les inégalités de traitement entre les hommes et les femmes que les femmes peuvent dire à travers vos podcasts, qu'on peut lire. C'est pas se poser en victime, on n'est absolument pas victime, mais c'est prendre conscience des inégalités, c'est revendiquer une place, c'est être écouté, se faire entendre, et c'est ça être féministe. Moi j'aime bien être une femme, jamais voulu être un homme, même si j'ai occupé des places, être chef d'entreprise quand on est une femme de 50 ans, c'est probablement différent pour des femmes plus jeunes, quoi qu'il faudrait leur demander, j'en sais rien. Mais disons que c'est quand même occuper symboliquement une place d'homme. Combien de fois on m'a demandé si je négligeais pas mon mari, si j'étais une bonne mère, si j'avais le temps de tout faire, ce qu'on sait bien
toutes que c'est pas une question qu'on pose aux hommes. Bon, donc j'aime être une femme. J'ai toujours eu le sentiment d'exercer mon activité professionnelle en tant que femme, que l'éducation qu'on donne à une femme, l'éducation au sens large, pas celle des parents, mais celle du monde, nous nourrit d'un certain nombre de choses qui va nous donner un regard particulier et qui est évidemment structurant dans ma vie professionnelle. Donc j'aime être une femme et je considère qu'être féministe, c'est aimer être une femme et le revendiquer. Ça n'a rien d'antinomique avec le fait d'aimer les hommes d'ailleurs. Hein. C'est parfaitement compatible. Bien sûr. Alors le féminisme d'hier, on va dire ça, hein, d'il y a 20, 30 ans, et celui d'aujourd'hui, vous voyez une différence ? Est-ce que les jeunes femmes, aujourd'hui, les 20, 30 ans, on pense à MeToo notamment, est-ce que vous avez le sentiment que c'est le même féminisme ? Est-ce qu'il est orienté différemment ? Non, je trouve très admirable chez ces jeunes femmes, c'est leur capacité à le dire, à le défendre, à le revendiquer, à le faire exister pour que ça change. Peut-être ça, c'est une grande différence avec les générations précédentes. C'est que c'était pas dit de cette façon-là. C'était pas montré comme systémique. Je trouve, en fait, je crois. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Si, tout à fait. Vous avez une fille, Pauline, quel âge a-t-elle ? Elle a l'âge de mon entreprise, puisque j'ai monté une médiaresse, j'étais enceinte jusqu'aux yeux de ma fille, qui a donc 14 ans. J'ai un fils aussi de 18 ans. Et voilà. Et alors, votre fille de 14 ans, comment vous devez l'observer beaucoup ? Ouais. Elle vous ressemble ? Elle est belliqueuse. Puis elle est charmante. J'ai des enfants dont je suis très fière. Je suis très fière de mes enfants. Alors après, je pense que c'est très banal de le formuler comme ça, mais je suis très fière de mes enfants. Je suis très fière parce que je les trouve très complets. C'est-à-dire que je trouve que j'ai un fils très empathique, ce qui pourrait être une vertu plutôt prêtée aux femmes. Je le trouve très empathique, très tourné vers les autres. Et j'ai une fille qui est très belliqueuse, qui est aussi empathique, hein, et mon fils est aussi belliqueux, mais elle est très belliqueuse, elle a une volonté absolument farouche, une détermination farouche. J'ai l'impression que génération en génération, ça s'accentue. Donc c'est assez intéressant à observer. C'est très joli. Après, ce que j'observe chez elle, et d'ailleurs je m'étais jamais posé la question, mais ça doit faire écho à des choses que j'ai pu me dire pour moi, c'est que parfois ce côté très déterminé peut ne pas rendre visible aux yeux des autres de vraies fragilités et des vraies vulnérabilités, mais comme tout le monde en a, hein, c'est pas le propre. Et souvent je me dis en la regardant, pourvu qu'elle soit capable de faire aussi avec ces fragilités-là et de pas toujours les faire taire sous cette couche de détermination et de volonté farouche qui ne font pas voir combien c'est un être délicat, avec une pensée délicate, avec des sentiments délicats à l'égard des autres. Je la regarde comme ça, ma fille, en ce moment. Vous lui dites ça ? Je sais pas si je lui dis assez, en fait, donc je me dis que je lui ferai écouter. Voilà, ce sera au moins une bonne fonction de ce podcast. Absolument. Vous parlez beaucoup de votre entourage, vous avez parlé de votre maman, je vous ai un petit peu aidé. Les hommes dans votre histoire, Vincent, donc vous nous l'avez dit, alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est presque exceptionnel hein, de faire un long parcours de vie avec le même homme. Et puis peut-être votre papa aussi, est-ce qu'il vous a accompagné dans ce cheminement ? Je pense que la grande vertu de mes parents et de mes deux parents et de mon père notamment, c'est de ne m'avoir jamais enfermée dans ce qui était dévolu à mon genre, c'est-à-dire je n'ai jamais tout était possible. Ils m'ont regardé en se disant que tout était possible et que j'avais la capacité de tout. Alors ça, c'était probablement donc très bon pour mon ego d'ailleurs, mais c'était tellement probablement un peu illusoire. C'était le fait aussi de l'affection qu'ils me portent. Mais comme tout m'était possible, ce qu'ils me demandaient, c'était de travailler, c'était d'aller jusqu'au bout des choses, c'était de ne jamais laisser en cours de route les choses et d'être exigeante avec les choses que j'entreprenais. Mais tout m'était possible. Si j'avais voulu faire des grandes études, ils auraient adoré, j'imagine. Mais voilà, toutes les portes m'étaient ouvertes et mon père me regardait comme il regardait, comme si que je sois fille ou garçon, en fait, ça changeait rien là-dessus. Ça, je pense que c'est extrêmement fondamental. Je sais plus quelle est, dans un interview, je me demande si c'est pas Elisabeth Badinter qui parlait de ça dans un interview récent, qui disait d'elle,
ou c'était Laïla Slimani, je ne sais plus, qu'elle était une fille à père et que le regard qu'avait porté sur elle son père lui avait permis aussi de s'ouvrir tout ce qui était possible. Ben voilà, moi je peux dire ça du mien aussi. Je peux dire qu'il ne m'a jamais entravée, il n'a jamais projeté sur moi des choses qu'on attend des femmes, de patience, de discrétion, de pas prendre de risques, de penser à ses enfants avant de penser à sa carrière, de pas faire tel choix parce que ça pourrait déstabiliser son mari. C'est des choses que j'ai entendues, mais jamais venant de mes parents, jamais. Et votre compagnon, Vincent ? Ah, moi j'ai un compagnon formidable. Vincent, je pense que... mais je pense que d'ailleurs c'est réciproque. J'allais dire... Quand en tant que femme, on veut composer avec tout, c'est-à-dire que je ne me refuse rien. Je ne me refuse pas ni d'avoir des enfants, ni d'avoir une entreprise, ni d'avoir une vie sociale, ni d'écrire des livres, puisque par le passé, j'en ai écrit. C'est possible parce que son compagnon le rend possible. Mais c'est vrai pour un homme, c'est pas... Mais en l'occurrence, j'ai un compagnon qui ne doute pas de moi, qui se dit toujours quand j'entreprends quelque chose, il ne se dit jamais quand j'entreprends quelque chose que je vais nous mettre en danger ou en difficulté. Il croit toujours que je vais y arriver et il est toujours là. Et c'est en fait, je trouve, c'est mon mari, mais la notion de compagnon, de compagnonnage, d'être ensemble, de construire ensemble, d'avancer ensemble, extrêmement intéressante et appropriée à notre couple. C'est-à-dire que nous sommes deux êtres fondamentalement différents, mais vraiment, on n'est d'ailleurs pas souvent d'accord. On finit par l'être, mais au départ, on n'est pas souvent d'accord, mais on construit ensemble. Il y a quelque chose de l'ordre du choix aussi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, bien sûr, qu'en 30 ans, des moments difficiles, on en a eu. C'est bien normal, parce qu'il y a des réajustements, parce qu'on n'est justement pas toujours d'accord, parce que parfois on peut douter, parce qu'un couple, c'est vivant et que ça se remet en question. Mais disons qu'on a choisi, jusqu'à présent, c'est jamais définitif, rien n'est jamais acquis, mais disons qu'on a choisi régulièrement et rechoisi de construire ensemble. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Vincent ? Il a fait les beaux-arts et il est ce qu'on appelle UX designer, c'est-à-dire qu'il travaille sur les interfaces web pour faire en sorte qu'elles soient le plus pratiques possible pour leurs utilisateurs. Et ça lui va bien parce qu'il est extrêmement sensible. D'ailleurs, je crois que je suis entourée d'êtres sensibles. Ma mère est d'une grande sensibilité, mon mari est d'une grande sensibilité, mais je crois que mes enfants sont d'une grande sensibilité. Vous me parlez un petit peu de votre agence maintenant ? Bien sûr. Alors, en fait, ce qui m'intéresse, c'est vos sujets de prédilection. Quels sont vos dossiers ? Plus c'est compliqué. Plus ce dont on a parlé est compliqué et plus on va pouvoir s'y intéresser et faire marcher nos cerveaux collectifs pour en faire quelque chose. Notre métier, dans les grandes lignes, c'est d'accompagner nos clients quand ils veulent s'adresser à un public qu'ils vont définir et qu'ils veulent nourrir une relation par un échange, une conversation, de l'information, de la matière. En fait, si vous voulez, avec l'émergence du digital, toutes les marques, toutes les entreprises, toutes les organisations sont mises à devoir parler pour exister et émerger dans la sphère digitale. Sauf qu'on arrive à une espèce de gros brouhaha où une parole audible, intelligente, structurée, légitime au regard du positionnement d'une entreprise ou d'une organisation est de plus en plus difficile. Nous, notre métier, c'est d'accompagner les entreprises ou les organisations à avoir un propos cohérent, audible, pour expliquer des choses qui leur tiennent à cœur, qui sont en lien avec leur stratégie, à des publics très précis. Donc, par exemple, Handicap International veut s'adresser aux parents d'enfants handicapés. De quoi on lui parle ? On ne leur parle pas que de loi, on parle de ce qui va les intéresser, on leur rend un service. Quand une collectivité veut s'adresser à ses citoyens pour expliquer une politique publique, si on reste dans du jargon technique, si on reste que dans des textes qui font des kilomètres, si on n'utilise pas de nouveaux médias, si on n'utilise pas les podcasts, par exemple, on a quand même peu de chances d'être audible et d'être compris. C'est ça notre boulot, dites-nous marque, entreprise, organisation, à qui vous voulez vous adresser, ou même on peut les aider en leur disant vous devriez travailler sur telle ou telle cible, et ensuite on leur dit comment, avec quoi et à quel moment, et on produit le matériau pour ça. Et on a coutume de dire que plus le sujet est compliqué, plus le public est exigeant, plus le sujet est sensible, et plus on va s'amuser. Donc je pense que vos clients savent vers qui ils viennent.
Oui, par exemple, récemment, une entreprise, on nous a proposé de répondre à une consultation qui nous posait des problèmes éthiques, que je ne citerai pas. On n'y a pas été, non, ça me paraît pas terrible. Oui, on est beaucoup sur les sujets, mais alors, j'aime pas définir l'agence sous cet angle-là. Ne le faites pas, Pauline. Personne ne vous y oblige. On a une conviction, c'est que tout est intéressant. En fait, tous les sujets peuvent nous intéresser. Alors, c'est à nous de les rendre intéressants. C'est à nous de rendre compréhensible, légitime une politique publique. C'est à nous d'expliquer le sens d'une exposition dans un musée, par exemple. Je pense à ça parce qu'au musée des Confluences, il y a eu une exposition sur les insectes parasites, et on a dû écrire des contenus autour de ça, et c'était extrêmement intéressant. Aussi intéressant que de parler d'architecture, aussi intéressant que de parler d'économie d'énergie, aussi intéressant que de parler de transport ou de parler du coronavirus, par exemple, pour être dans l'actualité. Je ne sais pas à quel moment passera ce podcast, mais au moment où on se parle, on sera dedans, Pauline, je vous le confirme. Donc en fait, tous les sujets nous intéressent, absolument tous. Mais c'est vrai que les clients viennent ici pour, je crois, au moins deux ou trois raisons. La première, c'est que je recrute pas des communicants. Je recrute d'abord des spécialistes des sujets qui préoccupent nos clients. Donc, par exemple, on a une grosse activité, une partie de notre activité qui est importante en communication autour des projets d'aménagement urbain. Donc, j'ai des urbanistes dans mon équipe de communication, vous voyez. J'ai des gens de la vulgarisation scientifique et technique pour pouvoir parler santé. Donc, déjà, c'est une compréhension, une façon de rentrer dans le sujet. L'agence s'appelle In Media Res. C'est une locution latine qu'on dit d'un auteur qu'il jette son lecteur in media res et qu'il le jette tout de suite dans le sujet sans tourner autour du pot. C'est ça qu'on vient chercher ici, c'est-à-dire pas de circonvolution, pas de jargon, pas de politiquement correct. On rentre dans le sujet, toujours on rentre dans le sujet, et notre responsabilité, c'est de délivrer des messages qui sont justes, qui sont vérifiés, qui sont sains et qui sont constructifs. Puis après... Vous m'avez dit, Pauline Restou, que votre audace était beaucoup basée sur une forme d'inconscience. Est-ce que vous pouvez développer ? Si j'avais mesuré à chaque fois que je prends un risque, c'est un risque, et si j'avais mesuré tout ce que j'allais pouvoir rencontrer, je le ferais pas, je suis comme les autres. Enfin, je suis pas maso. En fait, je suis pas maso du tout dans la vie. Donc, je ne mesure pas les risques. Mais, alors, pour un chef d'entreprise, ça peut paraître étrange, parce que bien sûr qu'il y en a que je mesure, mais... Vous êtes une fonceuse, vous y allez. Quitter un CDI, j'étais en CDI chez Handicap International, qui est une organisation que j'admire et dans laquelle je me suis vraiment épanouie et à qui je dois beaucoup professionnellement. Quitter ce CDI enceinte jusqu'aux yeux pour monter une entreprise dans la communication dans une ville dans laquelle je n'avais pas de réseau, pas de relations, puisque je venais de Paris et que c'était quand même forcément inconscient. Alors, si on a envie d'être narcissique ou narcissisé, on se dit qu'on était audacieux. Mais enfin, c'était d'abord inconscient. C'était d'abord mu par un besoin de liberté. Je ne supporte pas d'être enfermée. Je ne supporte pas d'être enfermée dans une case, dans une image, dans un a priori, dans une situation professionnelle, dans une relation. Ça me rend, ça peut me donner une sensation d'étouffement assez rapide. Par exemple, les gens qui parlent beaucoup, alors là, je parle beaucoup, mais les gens qui parlent beaucoup sans s'arrêter, peuvent me donner cette sensation qu'il faut que je parte très très vite. Voilà, ça m'enferme. Donc c'est plus, vous voyez, plutôt que être fonceur, c'est plutôt la réponse à des besoins primaires, primitifs que j'ai. Et du coup, j'ai répondu à ces besoins avec une forme d'inconscience qui m'a permis d'avancer. Ça définit mieux mon moteur que le fonceur qui me semblerait me parer de vertus que je n'ai pas. Et avec toujours quand même une cause... La lutte contre l'injustice, en règle générale, c'est un petit peu ça le moteur. Ouais, alors je pense qu'il faudrait demander à mes salariés si je suis un patron qui lutte contre l'injustice. Vous leur posez la question ? En tout cas, non, je crois pas, je sais pas. Non, peut-être que je vais leur poser la question dès que vous serez partis. Je vais fermer la porte, je vais aller les voir, je vais leur dire alors, je suis juste, injuste, on en parle. Disons que je dialogue beaucoup avec mes équipes quand même. J'ai rassemblé autour de moi un certain nombre d'entre eux pour ne pas prendre les décisions de façon autocratique, jamais. On a en ce moment, vous voyez, on est dans mon bureau, il y a des dessins sur les murs, des arbres. C'est parce qu'on travaille pareil avec un groupe sur le positionnement de l'entreprise, un groupe de salariés. On travaille sur le positionnement de l'entreprise. On est très collaboratif, mais voilà, c'est une bonne façon, je pense, de lutter contre l'injustice. Quand
quand j'étais jeune chef d'entreprise, donc il y a 15 ans, je recrutais que des femmes au départ parce que, bon, bonne féministe, je me disais, bon, ça suffit, les hommes, ils ont trop de place. Donc je recrutais que des femmes. Et puis un jour, j'ai quand même découvert les vertus de la mixité, hein, et combien c'était mieux à bien des égards, et notamment pour réfléchir, pour aller plus loin, et puis parce que une équipe mixte, ça se manage pas de la même façon. Donc on peut même parfois, avec l'enfer est pavé de bonnes intentions, on peut même parfois, par conviction, créer de l'injustice. Donc recruter que des femmes, c'était finalement une forme d'injustice, on est d'accord? Oui, donc non, oui, j'ai des objets de révolte, et le premier, c'est de laisser les gens dans l'incompréhension. Je pense qu'une façon pour moi, en tant que chef d'entreprise, de lutter contre l'injustice à l'échelle de cette entreprise, c'est bien sûr la question salariale, mais c'est l'accès à l'information. Je ne leur cache rien, en fait, de la vie de l'entreprise, des décisions, des chiffres. Est-ce qu'ils ont toujours envie de l'entendre? Parce que parfois, être salarié, c'est aussi... chercher le confort. Quand je leur dis que je ne leur cache rien, mes emmerdes et les sources de mes insomnies, non, ça je le garde pour moi, c'est ma responsabilité quand même. C'est moi qui choisis de porter ça, c'est pas eux. Quand je leur dis que je ne leur cache rien, c'est que quand je leur délivre les choses, c'est avec les explications et les solutions que je leur soumets. Mais je me fais fort de ne pas les maintenir dans un climat d'anxiété anxiogène. Enfin, c'est un peu redondant ce que je dis, mais oui, vous avez raison. Mais néanmoins, je pense que leur rendre justice, cet outil de travail, il leur appartient, en fait, même si j'en suis à l'origine, et c'est leur outil de travail, c'est leur revenu, ça a aussi un impact sur leur vie. Et vous voyez, dans cette idée d'être compris, de faire comprendre, ça me meut dans la façon de diriger. Vous voyez, c'est d'expliquer la mécanique. J'essaye de toujours expliquer ce que c'est que cette mécanique. Quels sont, comment le marché interagit, comment le client interagit. Enfin, j'essaye de mettre tout ça toujours sous forme de mécanique qu'on peut décrypter. Et parce que ça leur appartient autant qu'à moi. Je vais vous poser une question difficile. Comment vous voyez-vous dans 10 ans? Est-ce que c'est une question que vous posez parfois? De façon pragmatique. Dans 10 ans, j'aurai 60 ans. Il faut que cette entreprise puisse continuer, et je ne serai pas un patron accroché à son rocher comme une moule qui se fige de peur de perdre un statut, de peur de perdre un statut social. Donc il y a un moment, cette entreprise, il faudra que quelqu'un d'autre en poursuive l'aventure. Je n'en connais pas aujourd'hui les modalités, mais ça, c'est une réalité. Après, à 60 ans, je ne vais pas m'arrêter de penser. C'est pas parce que les femmes de plus de 50 ans rentrent dans l'invisibilité qu'on arrête d'exister, d'avoir des désirs, d'être vivant et de faire plein de trucs. Donc, et ça, c'est une des grandes découvertes d'ailleurs quand on rentre dans cette décennie, c'est que quand on a 20 ans ou 30 ans, on a l'impression qu'on est un peu mort en fait après 50 ans. Mais ça, vous le ressentez vraiment, Pauline ? Oui, et je ressens. Mais qu'est-ce qu'il vous fait ressentir? Le fait d'être très vivante? Non, une fois qu'on a passé la cinquantaine, de passer dans une certaine invisibilité. Oh il faudrait être sacrément myope pour pas s'apercevoir que les hommes nous regardent moins, par exemple, qu'on n'est pas un objet de désir immédiat. Ça veut pas dire qu'on n'est pas un objet de désir, mais moins immédiat. En fait, ça se joue sur d'autres choses, mais c'est pas inintéressant, c'est pas désagréable à vivre, mais il y a cette réalité-là. Il y a aussi dans les métiers de la communication, sont des métiers quand même pour un certain type de niveau hiérarchique qui sont assez jeunes, et ça, je pense que c'est une réalité avec laquelle on compose, c'est-à-dire quand les clients commencent à avoir 10, 15 ans de moins que soi, il faut aussi savoir passer la main à des équipes plus jeunes. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça. Est-ce que les jeunes, justement, les trentenaires, vous avez le sentiment qu'ils vous voient tel que nous voyions les quinquas lorsque nous avions 30 ans? Je ne sais pas si ma question est très claire. Si, elle est très claire. Je me pose pas la question. Je me pose assez peu la question de mon âge. On en parle là parce que c'est le sujet, puis parce que je vais avoir 50 ans dans quelques jours, donc je pense que ça m'obsède un peu, mais... je me pose assez peu la question. J'imagine que oui, si je me la pose par votre intermédiaire. Mais dans mes relations avec les uns ou les autres, ça interfère assez peu. Mes collaborateurs, les âges vont de 24 à 54, 55. J'ai un plaisir à passer de l'un à l'autre, à construire avec l'un et l'autre de façon différente. Après, je sais bien qu'on n'est pas mu par les mêmes... On a des moments de vie avec des enjeux différents, des pulsions différentes, et que ça interagit dans nos échanges. Mais je ne prête pas aux générations plus jeunes ou plus anciennes des choses très linéaires.
Vous voyez, je pense qu'il y a une part d'individualité qui est quand même très importante. Vous constatez que ça fonctionne bien dans vos équipes, ce mélange d'âge. On a parlé des hommes et des femmes, la parité. Ouais, c'est super important, mais c'est aussi important. Non mais l'hétérogénéité, la mixité, qu'elle soit sociale, culturelle, de genre, générationnelle, enfin elle est fondamentale. D'abord, pour nous, dont le métier c'est d'expliquer les choses, c'est de les faire comprendre. On les fait comprendre à des gens de tout genre, de tout milieu, de tous âges, de toutes conditions, de tout niveau d'éducation. Donc si nous-mêmes, on est dans une espèce de petit milieu clos, consanguin, on ne va pas faire du bon travail. Enfin, c'est pas possible. Il faut absorber la variété du monde pour pouvoir faire avec, la rendre explicite, lui parler. Donc oui, non, c'est fondamental. Puis c'est comme ça qu'on est heureux, parce que si on reste entre soi, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on se stérilise, quoi. Et qu'est-ce qu'on peut voir ça dans les milieux, dans nos milieux, ce fameux entre-soi de gens qui s'entretiennent dans leurs a priori, leurs idées. Par exemple, on touche pile poil dans les trucs qui me révoltent. Je vois, le ton monte. Pardon. Allez, ne vous en prie, ne vous excusez pas, on a besoin de ce ton qui monte. Dernière question, parce que il faut aussi que j'arrête de vous faire souffrir. Alors ma question, elle va être sur le plaisir. On a parlé du boulot qui, chez vous, est évidemment imprégné de plaisir. Quand on a un petit peu plus de temps, si on se projette dans 10 ans, si c'est le cas. Un de mes grands plaisirs dans la vie, je le mets un peu au passé parce que mon quotidien est beaucoup plus contraint aujourd'hui et a moins d'espace pour ça, mais un de mes grands plaisirs a été de lire. Lire. J'ai beaucoup lu, j'ai aimé beaucoup lire des auteurs extrêmement divers. Vous pouvez les nommer ? Quelques-uns ? Oui, j'ai autant de plaisir, je sais pas moi. En fait, j'ai des auteurs par époque. C'est-à-dire que à 20, 25 ans, ce que j'aimais lire, c'était Zweig, Hermann Hesse, Goethe. À 40 ans, ou 35, 40 ans, j'ai découvert Shakespeare avec fascination. J'ai adoré lire Benoît de Groult, je vous la citais. Voilà, j'adore les polars, j'adore James Ellroy. Voilà, j'aime lire. Et je suis fascinée par ce talent que je n'ai pas. En fait, c'est-à-dire que par le passé, j'ai écrit des livres utiles parce que j'ai écrit pour les parents d'enfants handicapés, j'ai écrit sur le vieillissement des personnes âgées parce que là, par exemple, je ne veux pas qu'on réduise vieillissement à problématique de dépendance. Enfin, c'est pareil, à 80 ans, on continue à avoir des envies, des désirs et c'est ça qui nous rend vivants. J'ai écrit sur l'engagement sociétal, mais c'était des choses pratiques, utiles. J'aimerais être capable de raconter des histoires. Mais pour ça, il faut que je me libère de... Peut-être ne le serais-je pas, mais enfin, je ne veux pas mourir sans avoir essayé. Donc, il faudra bien que je me libère du temps, de l'espace mental pour essayer d'être dans une narration. J'essaye. C'est pas bien ce que je fais. C'est au regard de tous ces auteurs que j'ai pu lire, je trouve ça pas bien. Donc, mais voilà, c'est ça. Ça, je serais vraiment heureuse d'avoir réussi à écrire des histoires. En tout cas, Pauline, c'est tout le bonheur qu'on vous souhaite. Moi, je suis convaincue que vous y arriverez, mais je veux surtout pas mettre une forme de pression. C'est pas forcément pour tout de suite. Les choses se maturent doucement, comme on le sait, l'une et l'autre. Donc, je vous souhaite une belle route encore. Je vous remercie infiniment pour cette rencontre. Moi aussi, je vous remercie. Et peut-être à bientôt. J'espère. Au revoir, Pauline. Vous venez d'écouter un nouvel épisode des Audacieuses de Podcasters Media. Nous espérons que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à le faire savoir à vos proches. Vous pouvez aussi le dire sur les réseaux sociaux et nous mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute et applications préférées. Enfin, écoutez-nous, réécoutez-nous et donnez-nous de vos nouvelles sur notre site www.podcastersmedia.com, onglet Contact. À très vite.